Le jour de mes 18 ans, papa m'a jeté un billet de 100 $ et a dit « Dégage, j'ai fini de payer pour l'erreur d'un autre homme ». Il pensait que c'était l'insulte suprême. J'ai ramassé le billet, j'ai souri et je lui ai tendu une enveloppe scellée que je gardais depuis des années. « Je sais », ai-je dit. « Et mon vrai père attend dehors. » Il a regardé par la fenêtre et son visage est devenu livide. « Je m'appelle Dakota Ashford, et j'ai 29 ans. Sors d'ici. » « J'ai fini de payer pour l'erreur d'un autre homme, » a dit mon père, en me jetant un billet de 50 $ au visage, le jour de mes 18 ans, sous le regard de ma grand-mère, de mon frère et de 6 autres parents assis autour de la table de la cuisine. 11 ans. C'est le temps que j'ai passé à transporter une enveloppe scellée avec moi. À travers l'école d'infirmière, à travers les gardes de 12 heures dans le service de pédiatrie, et à travers chaque Thanksgiving que j'ai passé seul. À l'intérieur, il y avait un bout de papier qui aurait pu tout arrêter. Je ne l'ai jamais ouverte devant lui. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'attendais le moment où il ne pourrait pas détourner le regard. Ce moment est arrivé il y a 6 mois, lors de sa fête d'anniversaire pour ses 60 ans, devant 80 invités. Et quand il a enfin vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et qui se tenait à la porte, son visage a pris une teinte de gris que je n'avais jamais vue sur une personne vivante. Avant de continuer, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Indiquez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous écoutez tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un samedi matin d'avril, le jour où le frère de ma mère est arrivé avec un sac de sport et a prononcé 2 mots qui ont changé ma vie. Ma mère, Marlène, était la seule raison pour laquelle notre maison ressemblait un tant soit peu à un foyer. Elle avait cette façon de s'interposer entre mon père et moi, sans donner l'impression de s'interposer entre mon père et moi. Une main sur mon épaule quand sa voix devenait tranchante. Un changement de sujet quand ses yeux devenaient froids. Elle était un tampon, douce, constante, invisible, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle n'était plus là. Elle est morte d'un cancer des ovaires quand j'avais 10 ans. Les médecins lui donnaient 6 mois. Elle a tenu 14 mois, parce que c'était le genre de femme qu'elle était. Elle s'est battue pour chaque mardi supplémentaire avec nous. Avant qu'elle ne tombe malade, mon père était déjà distant avec moi. Il ébouriffait les cheveux de Tyler à table, posait des questions sur ses matchs de petite ligue, le portait sur ses épaules à la foire du comté. Avec moi, c'était différent. Pas violent, pas bruyant, juste vide, comme si j'étais une locataire plutôt qu'une fille. Mais il gardait le masque tant qu'elle était en vie. La semaine après ses funérailles, le masque est tombé. Je me souviens de la première fois où je l'ai entendu le dire. Il était au téléphone avec son frère, debout dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais assise dans l'escalier. Elle ne ressemble à personne de cette famille. Franck ne l'a jamais fait. J'avais 10 ans. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, mais je comprenais le ton. C'était le ton de quelqu'un qui se lave les mains de quelque chose. Après ça, c'était de petites choses au début. Tyler a eu de nouveaux vêtements pour l'école en août. Moi, je portais ce qu'il y avait dans le bac de dons de l'église. Tyler a eu la plus grande chambre. Moi, j'ai été déplacé dans la pièce au-dessus du garage, là où le chauffage ne fonctionnait pas bien. Nana, ma grand-mère, venait nous rendre visite le dimanche. Elle glissait un billet de 20 $ dans la poche de ma veste quand personne ne regardait, et elle me serrait la main trop fort, comme si elle essayait de dire quelque chose avec ses doigts qu'elle ne pouvait pas dire avec sa bouche. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ce qu'elle essayait de me dire. À 14 ans, le fossé entre Tyler et moi n'était plus un fossé. C'était un canyon. Tyler a eu un VTT tout neuf pour son 12e anniversaire. Rouge, 21 vitesses, avec un casque assorti. J'ai demandé 40 $ à mon père pour acheter un manuel de biologie d'occasion. Il n'a même pas levé les yeux de la télévision. « Demande à ton vrai père », a-t-il dit. Tyler m'a regardé depuis l'autre bout de la pièce. Il avait 12 ans, et même lui savait que cette phrase sonnait faux. Mais il n'a rien dit. Il ne disait jamais rien. J'ai trouvé un travail à la plonge chez Rosario S, le restaurant italien à 3 pâtés de maison de chez nous. J'avais 15 ans. La propriétaire, Madame Ducas, me payait 7 $ de l'euro noir, et me laissait manger les restes de pâtes après la fermeture. C'était mon dîner la plupart des soirs. Tyler est allé en camp de football cet été-là, 2 semaines dans le nord de l'État, 400 $.
Mon père l'y a conduit lui-même, a chargé la voiture avec de nouveaux crampons et un sac de couchage de chez Dick's Sporting Goods. Je suis resté à la maison. J'ai fait des doubles services chez Rosario S. J'ai acheté mes propres fournitures scolaires. Le truc quand on est l'enfant invisible, c'est qu'on apprend à construire une vie avec des miettes. On apprend que personne ne viendra nous sauver. On apprend que le silence n'est pas la paix. C'est juste le bruit de tout le monde qui se met d'accord pour dire que vous ne comptez pas. Nana venait toujours le dimanche. Elle me glissait toujours de l'argent. Mais maintenant, quand elle me regardait, ses yeux contenaient autre chose. Quelque chose de plus lourd que la pitié. Ça ressemblait à de la culpabilité. Elle me tenait le visage à 2 mains et chuchotait, « Tu es une bonne fille, Dakota. N'oublie jamais ça. » Je ne comprenais pas alors pourquoi elle le disait comme une excuse, comme si elle me devait quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Je comprends maintenant. Le jour de mes 18 ans, j'ai fait mon propre gâteau, un funfetti, préparé à partir d'une boîte. Je l'avais acheté avec l'argent de mes pourboires, et je l'ai fait après mon service chez Rosario S. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, j'ai planté une seule bougie au centre, et je l'ai allumé avec une allumette du tiroir à bazar. Je ne m'attendais pas à une fête. Je ne m'attendais à rien. Je voulais juste souffler une bougie dans ma propre maison, avant de ne plus y être autorisé. Mon père est entré par la porte arrière. Bottes de travail, veste Carhartt, de la sueur dans les cheveux. Il a vu le gâteau. Il a vu la bougie. Il m'a vu debout là, seul dans la cuisine, à 18h15 le jour de mon anniversaire. Il a fouillé dans son portefeuille, a sorti un billet de $50, et l'a jeté sur le comptoir comme s'il donnait un pourboire à un voiturier. Joyeux anniversaire. Sors d'ici. J'ai fini de payer pour l'erreur d'un autre homme. Nana était sur le canapé dans la pièce d'à côté. J'ai entendu le grincement du coussin alors qu'elle se penchait en avant, et puis plus rien. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas parlé. Tyler était dans l'escalier. J'ai vu sa main se serrer sur la rampe. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Personne n'a dit un mot. J'ai ramassé le billet de $50, je l'ai plié en deux, je l'ai mis dans ma poche arrière, j'ai soufflé la bougie, et j'ai appelé l'oncle Ray depuis le téléphone du couloir. Il est arrivé 40 minutes plus tard dans son pick-up Ford bleu, le moteur tournant au ralenti dans l'allée. Je suis sorti avec un sac poubelle de vêtements et une paire de chaussures qui ne m'allaient pas bien. Je ne me suis pas retourné, mais je me suis fait une promesse sur ce Porsche. Un jour, il saura exactement ce qu'il a jeté, et il sera trop tard. L'oncle Ray vivait au-dessus de son atelier de réparation automobile sur Kellner Road, un appartement de 2 chambres avec des taches d'eau au plafond, et une cuisine si petite qu'il fallait se tourner de côté pour ouvrir le frigo. Il avait vidé son débarras avant que j'arrive. Il y avait mis un matelas, une place, une lampe de bureau, et une courte pointe pliée qui sentait l'huile de moteur et la lessive. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout. « Tu es chez toi maintenant » a-t-il dit, debout dans l'encadrement de la porte. C'est tout ce qui compte. Ray était le frère cadet de ma mère. Il avait servi 8 ans dans l'armée, fait 2 tournées à l'étranger, et était revenu plus silencieux qu'il n'était parti. Il avait ouvert l'atelier avec sa prime de départ, réparait des voitures 6 jours par semaine, et vivait seul. Il ne s'était jamais marié, ne parlait jamais de pourquoi. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé à la maison. Il n'a pas posé de questions sur Gary. Il a juste montré les serviettes de bain et m'a dit que le petit déjeuner était à 7 heures. La première semaine, j'ai à peine parlé. J'allais à l'école, je revenais, je m'asseyais au bureau dans ma chambre placard, et je faisais mes devoirs jusqu'à ce que ma vue se brouille. Ray laissait des assiettes de nourriture devant ma porte. Des sandwichs au fromage grillé, de la soupe en conserve, une fois un poulet rôti entier qu'il avait dû acheter à l'épicerie en rentrant. Le 8e soir, je suis sorti et je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu'il mangeait. Il a levé les yeux, a hoché la tête, et est retourné à son sandwich. C'était tout. C'était toute la conversation. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est déverrouillé, juste un peu. Je ne le savais pas alors, mais Ray avait ses propres batailles. J'ai trouvé le jeton dans le tiroir de sa table de nuit un mois plus tard, un médaillon en bronze avec un triangle estampé dessus. 3 ans de sobriété. Il avait arrêté de boire l'année de la mort de ma mère. Il ne me l'a jamais dit. Je n'ai jamais demandé.
Il était juste là, chaque jour. Quitter la maison de mon père ne m'a pas libéré. Cela a juste déplacé la cage. Parce que Gary Ashford ne s'est pas arrêté à la porte d'entrée. Il a emmené son histoire sur la route. Dans le mois qui a suivi mon départ, j'ai commencé à remarquer le silence. J'ai appelé tante Patty, la cousine de ma mère, celle qui me tressait les cheveux à Thanksgiving. Pas de réponse. J'ai appelé Marcus, mon cousin plus âgé, qui m'avait appris à faire du vélo. Messagerie vocale à chaque fois. J'ai envoyé une carte à Nana pour son anniversaire. Pas de réponse. C'est Ray qui a fini par me dire ce qui se passait. Ton père passe des coups de fil, a-t-il dit un soir, en s'essuyant les mains avec un chiffon d'atelier. Il raconte aux gens que ta mère a confessé sur son lit de mort, disant que Marlène a admis que tu n'étais pas de lui. J'ai senti le sol basculer. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. La mâchoire de Ray s'est contractée. Je sais que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tout le monde le croit? Parce qu'il le dit depuis des années, et que ta mère n'est pas là pour dire le contraire. C'est la partie qui m'a anéanti. Pas que Gary ait menti. Il avait menti toute ma vie. C'était qu'il avait militarisé la mort de ma mère. Il avait transformé ses derniers jours en une confession qu'elle n'avait jamais faite. Il avait utilisé son silence pour réécrire l'histoire, et la famille a marché parce que Gary était bruyant, que Gary était présent, et que Gary a raconté l'histoire en premier. Si je restais silencieuse, je perdais tout, pas seulement un père. Je l'avais déjà perdu. Je perdrais le nom de ma mère, sa réputation. La seule preuve qu'elle ait jamais existé serait filtrée par la bouche de l'homme qui l'avait trahi. C'était le vrai coup du silence. Pas de l'argent, pas un héritage, mais Marlène. Mais Gary a fait une erreur. Il a raconté cette histoire à trop de gens, y compris à quelqu'un qui connaissait la vérité. L'appel est arrivé 3 ans après mon départ. J'avais 21 ans, j'étais à mi-chemin de mon programme d'infirmière, en train d'étudier pour un examen de pharmacologie à la table de la cuisine, quand mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Dakota, c'est Diane. Diane Mercer, j'étais la meilleure amie de ta mère. Je connaissais ce nom. Je me souvenais d'une femme aux cheveux roux et au rire fort qui venait chez nous le vendredi soir quand j'étais petite. Elle et ma mère s'asseyaient sous le porche avec des verres de vin pendant que mon père regardait le football à l'intérieur. J'ai entendu ce que ton père raconte aux gens, a dit Diane. Sa voix était serrée, comme si elle retenait quelque chose à 2 mains. À propos de ta mère, à propos d'une confession sur son lit de mort. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Ma chérie, je sais que ce n'est pas vrai. J'étais à cet hôpital chaque jour. Les derniers mots de ta mère concernaient toi et Tyler. Elle n'a jamais rien dit à ce sujet. Diane s'est arrêtée, a pris une respiration. Ta mère était la femme la plus loyale que j'ai jamais connue. Puis elle a dit quelque chose qui a réorganisé toutes les hypothèses que j'avais jamais faites. Ta mère n'avait pas de secret, Dakota, mais ton père en a un. La cuisine est devenue très silencieuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ta maman était enceinte de toi, elle a commencé à soupçonner que Gary voyait quelqu'un. Elle n'a jamais eu de preuves, mais elle m'a dit plus d'une fois qu'il rentrait à des heures bizarres en sentant un parfum qu'elle ne possédait pas. Je me suis adossé à ma chaise, le manuel de pharmacologie est devenu flou. Diane, es-tu en train de dire que? Je dis que si quelqu'un avait une raison de remettre en question la loyauté de l'autre, ce n'était pas lui. Elle a fait une pause, puis a ajouté plus doucement, si jamais tu veux la vérité, la science ne ment pas. Tu as juste besoin d'un échantillon. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté assise dans cette cuisine pendant un très long moment, à regarder dans le vide. J'ai attendu 1 an avant d'agir. Pas parce que j'hésitais, mais parce que j'avais besoin d'être certaine que je faisais cela pour la bonne raison. Je n'essayais pas de regagner Gary. Je n'essayais pas de prouver que je méritais son amour. J'essayais de protéger le nom de ma mère. C'était la ligne que j'avais tracée dans mon esprit, et je m'y suis tenu. L'occasion s'est présentée à Thanksgiving. J'avais 22 ans, dernier semestre d'école d'infirmière. Tyler m'a appelé à l'improviste, la première fois en 4 ans. Papa va au match à midi, a-t-il dit. Passe juste pour 30 minutes. Je ferai du café. J'ai conduit jusqu'à la maison avec le camion de Ray. Le quartier avait l'air pareil.
Le même trottoir fissuré, la même boîte aux lettres avec le drapeau cabossé. Tyler m'a accueilli à la porte arrière. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il avait fait du café instantané trop fort dans des tasses dépareillées. Nous avons parlé de rien. De son travail, de mes stages cliniques, de la météo, des mots normaux sur un silence anormal. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Gary se tenait dans le couloir, clé en main. Il m'a regardé comme si j'étais une tache sur son sol. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Tyler m'a invité. Tyler ne prend pas les décisions dans ma maison. Tyler s'est levé. « Papa, c'est Thanksgiving. Elle n'est pas de la famille. » Point final. La phrase a atterri comme une gifle. Pas nouvelle, pas surprenante, mais l'entendre à 22 ans m'a fait un effet différent qu'à 10 ans. À 10 ans, ça m'écrasait. À 22 ans, ça m'a clarifié. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste, et en sortant, j'ai pris la tasse de café que Gary venait de poser sur le comptoir, encore chaude, avec ses empreintes, sa salive, son ADN. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau et je suis sorti par la porte arrière sans me retourner. Tyler m'a suivi jusqu'au camion. Je suis désolé, Dakota. Je suis tellement désolé. Je savais qu'il était sincère. Je savais aussi qu'il ne ferait jamais rien à ce sujet. 4 semaines plus tard, les résultats sont arrivés dans une enveloppe blanche ordinaire du laboratoire. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine de Ray, un mardi matin avant ma garde. L'appartement était calme. Ray était déjà à l'atelier. Dehors, un camion poubelle gémissait sur Kellner Road. J'ai déplié la lettre. J'ai lu les chiffres. Indice de paternité 8 746 291 contre 1. Probabilité de paternité 99,998%. Gary Ashford est le père biologique de Dakota Ashford. J'ai posé le papier. Je n'ai pas bougé pendant 20 minutes. Je m'y attendais. L'histoire de Diane, le caractère de ma mère, la simple logique de la chose. Je savais quelque part au fond de moi que ce serait la réponse. Mais savoir et voir sont deux animaux différents. Savoir vit dans vos tripes, voir vit sur du papier à l'encre noire, avec un numéro de référence, un logo de laboratoire et un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour vérifier. J'ai pleuré à ce moment-là. Pas comme on pleure quand on est triste. Mais comme on pleure quand on a la confirmation que tout ce qu'on nous a fait subir n'a servi à rien. 22 ans à être appelé l'enfant d'un étranger. 22 ans de vêtements usagés, de chambre froide et de « demande à ton vrai père ». Tout ça. Chaque dernière cruauté bâtie sur un mensonge que Gary avait besoin de croire parce que l'alternative était de se regarder dans le miroir. Ray est rentré à 18h et m'a trouvé à la même table, les yeux gonflés, la lettre lissée à plat devant moi. Il l'a lue, l'a reposée, a tiré une chaise. « Je sais, gamine », a-t-il dit. J'ai toujours su. Maman te l'a dit ? Ta mère m'a dit qu'elle n'avait jamais, pas une seule fois, mis un pied en dehors de ce mariage. Je l'ai cru à l'époque. Je la crois maintenant. J'ai mis les résultats dans une enveloppe, j'ai écrit le nom de Gary sur le devant, je l'ai scellé, et je l'ai posté le lendemain matin. 2 semaines plus tard, elle est revenue, tamponnée sur le devant en rouge, retour à l'envoyeur. Il ne l'avait même pas ouverte. J'ai mis l'enveloppe retournée dans le tiroir de ma table de nuit et je l'ai fermée. Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. À la place, j'ai construit une vie. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière en mai, 2e de ma promotion. Ray était au premier rang, portant une chemise à col que je n'avais jamais vue, applaudissant comme si je venais de gagner le Super Bowl. Personne d'autre de ma famille n'est venu. J'ai été embauché à l'hôpital communautaire Saint-Francis, service de pédiatrie. Des gardes de 12 heures, des nuits tournantes, plus fatigué que je ne l'avais jamais été, et plus utile que je ne m'étais jamais senti. J'ai tenu des nouveau-nés dont les parents avaient trop peur pour les tenir. J'ai changé des pansements sur des enfants qui ne pleuraient pas parce qu'ils avaient déjà appris que pleurer n'aidait pas. Je comprenais ces enfants. À 26 ans, j'avais économisé assez pour un acompte sur un appartement d'une chambre sur Linan Street. Rien de chic. Des plafonds en crépi, un radiateur qui claquait à minuit. Mais le bail portait mon nom, juste le mien. C'était suffisant. Pendant ce temps, Gary restait Gary.
Tyler s'est marié à 25 ans. Je n'ai pas été invité. Je l'ai découvert par une publication Facebook. Tyler dans un smoking loué. Sa mariée, Jenny, souriant largement. Gary debout derrière eux avec son bras autour de l'épaule de Tyler, souriant comme un homme sans dette. Aucune mention de moi. Pas de chaise vide. Aucune reconnaissance que le marié avait une sœur. J'ai fait défiler, j'ai fermé mon téléphone, je suis allé travailler. Mais la famille commençait à remarquer des fissures. Quelques cousins m'avaient contacté au fil des ans, hésitants, prudents. Ils avaient vu ma licence d'infirmière affichée en ligne. Ils savaient que je m'en sortais bien sans l'aide de Gary. Et ce succès tranquille rendait son histoire plus difficile à vendre. Puis Gary a annoncé sa fête pour ses 60 ans. 80 invités, traiteurs, une banderole, et un microphone. Il avait prévu quelque chose. Je pouvais le sentir à 30 km de là. 6 mois avant cette fête, ma grand-mère est morte. Nana Ashford, 82 ans, insuffisance cardiaque congestive. Elle est partie dans son sommeil, ce qui était la chose la plus douce qui soit jamais arrivée dans cette famille. Je ne suis pas allé aux funérailles. Gary a fait savoir par Tyler que ma présence causerait une scène. Je me suis assise dans mon appartement ce soir-là, et j'ai regardé une photo de Nana me tenant bébé, l'une des seules photos que j'avais de cette maison. Dessus, elle sourit, mais ses yeux semblent porter quelque chose de plus lourd qu'un nourrisson. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats du centre-ville. Nana m'avait laissé quelque chose. Pas de l'argent, pas de propriété, une enveloppe, scellée, avec des instructions manuscrites à l'extérieur, pour Dakota uniquement, à remettre après mon décès. J'ai conduit jusqu'au bureau pendant ma pause déjeuner. L'avocate, une femme aux cheveux gris nommée Madame Pratt, m'a tendu l'enveloppe par-dessus un bureau poli. Votre grand-mère a arrangé cela il y a 8 mois, a-t-elle dit. Elle était très spécifique quant au destinataire. L'enveloppe était épaisse. L'écriture à l'extérieur tremblait, les traits de stylo d'une femme dont les mains faiblissaient, mais dont l'esprit ne faiblissait pas. Je l'ai ouverte dans ma voiture, dans le parking, le moteur éteint. À l'intérieur se trouvait une lettre, 3 pages écrites à l'encre bleue sur du papier ligné, le genre qu'on arrache d'un cahier à spirale. Nana commençait par des excuses. Elle me disait qu'elle connaissait la vérité depuis près de 30 ans. Elle avait surpris Gary avec une femme nommée Karen sur la banquette arrière de son camion, garé derrière la salle des anciens combattants, 6 mois avant ma naissance. Marlène était enceinte de 7 mois. Gary a supplié sa mère de se taire. Nana l'a fait parce que c'était son fils et qu'elle avait peur de le perdre. Elle a choisi son fils plutôt que la vérité, et elle a passé le reste de sa vie à vivre avec ce que cela coûtait. J'ai lu la lettre 3 fois dans ce parking. La 2e page nommait des dates, des lieux, des détails que personne ne pouvait fabriquer. La salle des anciens combattants sur la route 9, un mardi soir d'octobre. Karen travaillait au bureau du greffier du comté. C'est comme ça que Gary l'avait rencontré. Nana décrivait le parfum qu'elle avait senti sur la veste de Gary le soir où elle l'avait confronté. Vanille et quelque chose de floral, bon marché, pas celui de Marlène. La 3e page était la partie qui m'a brisé. Dakota, tu as toujours été ma petite fille. Tu as toujours été l'enfant de Gary. Ta mère n'a jamais trahi personne. Ton père l'a fait, et je l'ai aidé à le cacher en restant silencieuse. Je suis désolé. Je ne mérite pas ton pardon, mais tu mérites la vérité. Nana l'avait signé, daté, et en bas, il y avait un tampon de notaire. Madame Pratt avait été témoin de la signature dans son bureau. J'ai appelé Diane ce soir-là. Nana m'a écrit une lettre, ai-je dit. Elle était au courant pour Karen. Silence. Puis, elle te l'a dit. Tu savais que Nana savait. Marlène s'en doutait. Elle me l'a dit une fois. Elle pensait que Nana avait vu quelque chose mais avait trop peur de Gary pour le dire. La voix de Diane s'est brisée. Ta mère a porté ça toute seule, Dakota. Elle n'a jamais eu de preuves, juste son instinct. Je me suis assise sur mon canapé avec la lettre sur mes genoux. Les résultats ADN de ma table de nuit à côté. Et pour la première fois, j'ai vu l'image complète. Gary ne me détestait pas parce que je n'étais pas de lui. Il me détestait parce que je l'étais. Et chaque fois qu'il me regardait, il voyait Marlène.
Et chaque fois qu'il voyait Marlène, il se souvenait de ce qu'il avait fait. Je n'étais pas la preuve de son péché à elle. J'étais la preuve du sien. J'ai mis les 2 documents dans une nouvelle enveloppe, je les scellés, et je les mis dans mon tiroir. Je n'allais pas chercher Gary, mais s'il venait un jour me chercher à nouveau, je serais prête. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 semaines plus tard, Tyler a appelé. C'était un mercredi soir. Je pliais des blouses sur mon lit quand mon téléphone s'est allumé avec son nom, un nom que je n'avais pas vu sur cet écran depuis plus d'1 an. Et, a-t-il dit. Sa voix était basse, la façon dont les gens parlent quand ils sont dans une pièce avec quelqu'un qui pourrait entendre. Et, papa va avoir 60 ans. Il y a une fête samedi le 14. 80 personnes. Il ne veut pas que je sois là, Tyler. Je veux que tu sois là. Une pause. Tu es ma sœur. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. En 27 ans, Tyler n'avait jamais prononcé ces mots à voix haute. Pas une seule fois. Pas dans la cuisine quand Gary faisait ses remarques. Pas à l'anniversaire avec le billet de $50. Pas dans tout le silence qui a suivi. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Parce que Jenny est enceinte. Sa voix tremblait légèrement. Et j'ai réfléchi au genre de famille dans laquelle je veux que cet enfant grandisse. Et ce n'est pas ce que nous avons eu. J'ai fermé les yeux. Tyler, si je viens, ça ne va pas bien se passer. Je sais, mais je te le demande quand même. J'y ai pensé pendant 3 jours. J'en ai parlé à Ray. Il a écouté sans m'interrompre, comme il le fait toujours, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, le regard stable. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé. Je veux y aller pour Tyler, pour maman. Alors vas-y. Tu viendras. Je serai dehors dans le camion au cas où tu aurais besoin de partir vite. C'était Ray. Pas de discours, pas de drame, juste un camion avec le moteur en marche et un homme qui ne m'avait jamais laissé tomber une seule fois. Samedi matin, je me suis habillé. Chemisier blanc, boucle d'oreilles simples, chaussures plates. J'ai pris l'enveloppe dans mon tiroir et je l'ai glissée dans mon sac. Juste au cas où. La fête battait son plein quand je suis arrivé. La maison de Gary, la maison où j'ai grandi, se trouvait sur un terrain d'un quart d'acre au bout de Maple Drive. La pelouse avait été tondue pour l'occasion, des guirlandes lumineuses zigzaguaient entre le garage et les poteaux de clôture. Une table pliante près du portail portait une glacière, des piles d'assiettes en carton, et un gâteau rectangulaire avec « Joyeux 60e Gary » écrit en glaçage bleu. Je pouvais entendre de la musique country provenant de l'enceinte Bluetooth sur le porche. Des voix se superposaient. Le bruit confortable des gens qui appartiennent à un endroit. Je me suis garé dans la rue, j'ai vérifié mon sac. L'enveloppe était là, coincée entre mon portefeuille et un paquet de mouchoirs. Le camion de Ray était garé 2 maisons plus loin, moteur éteint, fenêtres entr'ouvertes. Il a croisé mon regard dans le rétroviseur et m'a fait un simple signe de tête. J'ai franchi le portail. L'arrière-cour était pleine. 80 personnes, à peu près. Tantes, oncles, cousins, voisins, des gars de l'équipe de plomberie de Gary, des femmes de l'église. Des enfants couraient entre les jambes. Quelqu'un faisait griller des hamburgers. L'air sentait le charbon de bois, la bière bon marché et l'herbe coupée. Quelques têtes se sont tournées quand je suis entré. Les conversations ont bégayé. Une tante, dont j'avais oublié le nom, s'est penchée vers la femme à côté d'elle et a chuchoté quelque chose derrière sa main. Tyler m'a retrouvé au portail. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. « Tu es venu ?» a-t-il dit. « Je suis venu. » Il m'a conduite à une chaise au bout de la dernière table, celle la plus proche de la clôture du fond, la plus éloignée du rassemblement principal. Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur mes genoux. Puis j'ai levé les yeux et j'ai trouvé ceux de Gary à travers la cour. Il se tenait à la table d'honneur, une bière à la main, entouré d'amis. Son sourire a disparu à la seconde où il m'a vu. Et j'ai compris tout de suite que ce n'était jamais destiné à être une soirée tranquille. Pendant la première heure, Gary a fait semblant que je n'étais pas là. Il a travaillé la foule comme il le faisait toujours. Poignée de main, tape dans le dos, rire, répéter. Il était doué pour ça. Il avait passé 60 ans à apprendre comment remplir une pièce avec une version de lui-même en laquelle les gens voulaient croire.
Le plombier travailleur, le père dévoué, l'homme qui a tout sacrifié pour sa famille. C'était une performance convaincante. Ça l'avait toujours été. Vers 19h, quelqu'un a fait teinter un verre. La musique s'est estompée. Gary a marché vers le centre de la cour où un pied de micro avait été installé à côté de la table du gâteau. Il a tapoté le micro 2 fois. La foule s'est rassemblée en un demi-cercle lâche. « Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir », a-t-il dit. 60 ans. Je n'arrive pas à y croire. Rire. Applaudissements. Il a parlé de sa vie, de son travail, de comment il avait bâti son équipe à partir de rien. Comment il avait élevé sa famille dans cette même maison, sur cette même pelouse. Il a fait un geste vers la cour et les gens ont hoché la tête. Puis il a appelé Tyler. Tyler a marché vers le micro lentement, les mains dans les poches. Gary a mis son bras autour de lui et l'a serré contre lui. « Voici mon garçon », a dit Gary dans le micro. « Mon seul garçon, mon héritage. » Il l'a dit avec la chaleur d'un père et la précision d'un chirurgien. Mon seul garçon, pas mon aîné, pas un de mes enfants. Mon seul. Quelques invités ont jeté un coup d'œil dans ma direction. J'ai gardé mon visage impassible. Certains d'entre vous savent, a continué Gary, et sa voix est devenue plus basse, plus délibérée. Ma première femme a fait des choix avec lesquels j'ai dû vivre pendant 18 ans. Il a fait une pause. A laissé la phrase atterrir. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce soir je veux rendre quelque chose officiel. Il a regardé la foule avec l'autorité calme d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Cette maison, a dit Gary, une main sur l'épaule de Tyler, l'autre agrippant le micro. Tout ce que j'ai construit, ça revient à Tyler, parce que la famille, ça veut dire le sang. Le vrai sang. Applaudissements. Épars. Incertain. Mais suffisant. Quelques gars de l'équipe de plomberie ont poussé des cris. Un voisin a applaudi trop fort. Puis Marcus, mon cousin, debout près de la glacière, a dit ce que personne d'autre ne voulait dire. Et Dakota? C'est sorti doucement, mais le microphone a capté le silence qui a suivi. Gary a entendu. Sa tête s'est tournée lentement vers Marcus, puis vers moi. Il a souri. Le genre de sourire qui n'en est pas un du tout. Dakota. Il a pouffé dans le micro. Elle est ici en tant qu'invitée ce soir, pas en tant que ma fille. La course est figée. Quelqu'un a posé une assiette. Une voix d'enfant a porté de quelque part près de la maison, inconsciente. Mais Gary n'avait pas fini. Il m'a regardé directement, à travers 80 personnes, à travers 29 ans, et il a dit la chose qu'il avait répétée toute sa vie. J'ai gardé ma bouche fermée pendant des années par respect pour la mémoire de sa mère. Sa voix était stable, exercée. Mais puisqu'elle a décidé de se montrer ce soir, tout le monde mérite la vérité. Elle n'a jamais été de moi. J'ai senti chaque paire d'yeux dans cette course posée sur moi. Diane Mercer, assise à la table voisine, s'est penchée et a posé sa main sur mon épaule, ses doigts appuyant fort. Un message. Je suis là. Je suis resté parfaitement immobile. Mes mains étaient sous la table, agrippant la sangle de mon sac. Mon cœur martelait si fort que j'étais sûr que la femme à côté de moi pouvait l'entendre. Mais mon visage n'a pas bougé. Parce que j'avais attendu ça, non pas en l'espérant, non pas en le planifiant, mais préparé. De la façon dont on se prépare pour une tempête quand on a regardé le ciel s'assombrir pendant 29 ans. Gary a souri à la foule, triomphant. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans mon sac. Je me suis levé lentement. La chaise a raclé contre la pierre du patio, un petit bruit qui a coupé le silence comme une lame. Chaque tête s'est tournée. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas précipité. J'ai parlé comme je parle à un parent à l'hôpital quand je lui annonce des résultats auxquels il ne s'attendait pas. Claire, mesurée, respectueuse. Gary, tu as passé 29 ans à raconter cette histoire. J'ai fait une pause, laissé la phrase respirer. Est-ce que je peux avoir 60 secondes pour raconter la mienne? Son sourire a vacillé juste légèrement, une fissure dans le plâtre. Il a haussé les épaules, fait un geste avec la bouteille de bière. Vas-y. Ça ne changera pas les faits. Merci.
J'ai ouvert mon sac, sorti l'enveloppe. Elle était épaisse, couleur crème, usée sur les bords à force de rester dans un tiroir. Le nom de Gary était écrit sur le devant de ma main, la même écriture d'il y a 7 ans, la même enveloppe qu'il avait renvoyée sans l'ouvrir. Je l'ai tenue en hauteur pour que les gens près du devant puissent voir. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, ai-je dit, mais il y a 7 ans, j'ai posté cette enveloppe à Gary. Il l'a renvoyée sans l'ouvrir, retour à l'envoyeur. Je l'ai tournée pour que le tampon rouge soit visible. Il ne voulait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Un murmure a parcouru la foule. La mâchoire de Gary s'est contractée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il dit. « C'est ce que tu as eu trop peur d'ouvrir. » J'ai brisé le seau. Le papier s'est déchiré proprement. À l'intérieur se trouvaient 2 documents pliés ensemble. Je les ai séparés, j'ai tenu le premier en hauteur. Mes mains étaient stables, ma voix était stable. Tout mon corps était une ligne droite tracée à travers 29 ans à s'entendre dire que je ne comptais pas. Je vais lire un paragraphe, ai-je dit, et ensuite je partirai et vous pourrez décider par vous-même de ce qui est vrai. 80 personnes retenaient leur souffle. J'ai déplié les résultats ADN et je les ai lus à haute voix. Test de paternité mené par le laboratoire Mid-State Genomics. Daté du 14 mars 2019. Échantillon A, frottis buccal, Dakota Ashford. Échantillon B, traces de salive, Gary Ashford. J'ai levé les yeux. Le visage de Gary était verrouillé. La bouteille de bière dans sa main s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Indice de paternité 8 746 291 contre 1. Probabilité combinée de paternité 99,998%. J'ai baissé le papier. Gary Ashford est le père biologique de Dakota Ashford. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein, serré, rempli du bruit de 80 personnes recalculant tout ce qu'on leur avait dit au cours des 3 dernières décennies. Quelque part vers le fond, une cuillère a heurté une assiette. Quelqu'un a inspiré brusquement. Une femme que je ne connaissais pas a couvert sa bouche avec sa main. Gary a parlé en premier. Bien sûr que oui. C'est faux. Sa voix était plate, contrôlée, mais la couleur quittait son visage comme l'eau d'une baignoire. Elle l'a fabriqué. J'ai tendu le papier vers Marcus, qui se tenait le plus proche. Le nom du laboratoire, le numéro de téléphone et le numéro de référence du dossier sont imprimés en bas. Appelle-les tout de suite si tu veux. Marcus a pris le papier, l'a lu lentement, a levé les yeux vers Gary. C'est de Mid-State, Gary. C'est légitime. Je me fiche d'où ça vient. Le numéro de référence est juste là. N'importe qui avec un téléphone peut le vérifier en 5 minutes. La bouche de Gary s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Ça ne prouve rien, a-t-il dit. Mais sa voix avait changé. Le commandement avait disparu. Ce qui restait semblait mince, creux, comme un homme debout sur un sol qui venait de commencer à se fissurer. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'en avais pas besoin. Le papier faisait le travail. J'ai fouillé dans l'enveloppe pour le deuxième document. L'ADN n'est que la moitié de l'histoire, ai-je dit. J'ai déplié le deuxième document. 3 pages de papier ligné couvertes d'une écriture bleue tremblante. La foule s'est penchée comme les gens le font quand ils sentent que le sol est sur le point de bouger à nouveau. Ceci est une lettre, ai-je dit, écrite par Nana, ta mère, Gary, écrite 3 mois avant sa mort, notariée par son avocat. Quelque chose a traversé le visage de Gary. Pas de la colère, quelque chose de plus vieux. De la peur. Ma mère ne ferait pas ça. Elle l'a fait. Je n'ai pas lu toute la lettre. Ce n'était pas à moi de la partager. J'ai lu 2 phrases. Les 2 seules qui comptaient. J'ai surpris Gary avec une femme nommée Karen derrière la salle des anciens combattants en octobre, 6 mois avant la naissance de Dakota. Marlène n'a jamais trompé. Mon fils l'a fait, et je suis restée silencieuse parce que j'étais une lâche. La cour a explosé, pas en bruit, mais en mouvement. Les gens ont bougé sur leurs chaises. Les mains sont allées aux bouches. Les yeux ont fusé entre Gary et moi comme des spectateurs devant un accident qu'ils ne pouvaient pas quitter des yeux. Gary a attrapé le bord de la table. Ses jointures étaient blanches. Elle était confuse, a-t-il dit. Elle était vieille. Elle était malade.
Diane Mercer s'est levée de sa chaise lentement, délibérément. Chaque personne dans cette cour la regardait se lever. Elle n'était pas confuse, Gary. La voix de Diane était claire et inébranlable. J'étais là, moi aussi. Marlène a pleuré sur mon canapé pendant 3 heures la nuit où elle a découvert pour Karen. Elle n'a jamais pensé une seule fois à te quitter. Mais toi, tu n'as jamais arrêté de la punir pour ce que tu as fait. Le microphone était toujours allumé. Chaque mot portait. Tyler, qui était resté debout à côté de Gary tout ce temps, a fait un pas en arrière, puis un autre. Son visage était blanc. Sa bouche était une ligne fine. Il n'avait rien su de tout ça. Ce qui s'est passé ensuite était la partie la plus triste. Pas parce que j'avais pitié de Gary, mais parce que j'ai regardé un homme essayer de sauver un mensonge qui était déjà mort, et il ne pouvait pas s'en empêcher. « C'est mon anniversaire » a crié Gary. Sa main a claqué sur la table. Les assiettes en carton ont sauté. Un verre de soda s'est renversé et personne ne l'a ramassé. Tu as planifié ça. Tu es venu ici pour détruire. Je suis venu parce que Tyler m'a demandé de venir. Elle essaie d'avoir la maison. Elle a comploté. Je ne veux pas ta maison, Gary. Ma voix était égale. Je m'en suis assuré. J'ai ma propre maison. Je paie mon propre loyer. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Il a regardé autour de la cour, cherchant un allié, quelqu'un pour hocher la tête, pour s'avancer, pour dire « elle ment ». Mais chaque visage qu'il trouvait regardait soit ailleurs, soit à travers lui. Marcus a posé le papier ADN sur la table, a croisé les bras. Tante Patty pleurait doucement dans une serviette. Un homme de l'équipe de plomberie de Gary, je ne connaissais pas son nom, a posé son assiette et s'est dirigé vers le portail sans un mot. Puis Tyler a parlé. « Papa. » Sa voix s'est brisée. « Est-ce que c'est vrai pour Karen ?» Toute la cour s'est figée. Gary a regardé son fils, son enfant doré, celui autour duquel il avait construit toute son identité. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait dire la vérité. J'ai cru que 30 ans de mensonges pourraient enfin s'effondrer sous leur propre poids. Mais Gary est juste resté là, la mâchoire travaillant, les yeux humides, ne disant rien. Et ce silence, ce refus de nier quand ça comptait le plus, était plus fort que n'importe quelle confession. La main de Tyler est tombée de l'épaule de son père. « C'est ce que je pensais », a chuchoté Tyler. Gary était toujours debout, mais tout ce qui se trouvait sous lui était déjà tombé. J'aurais pu m'arrêter là. L'ADN avait été lu. La lettre était sortie. Le silence avait parlé. Mais Gary avait posé une seule question pendant 29 ans, et j'ai décidé, debout dans cette cour avec 80 témoins et un pli de papier à la main, qu'il méritait une réponse. « Tu as toujours voulu savoir qui est mon vrai père », ai-je dit. Les yeux de Gary ont claqué vers les miens. Il se tient juste dehors. J'ai pointé vers l'avant de la maison. Par le portail latéral, passé l'allée, on pouvait voir la rue. Et là, garé sous l'orme, il y avait le pick-up Ford bleu de Ray. Et là, appuyé contre la portière côté conducteur, les bras croisés, il y avait l'oncle Ray. Il n'essayait pas de faire une entrée. Il était juste là, stable, comme il l'avait été pendant 11 ans. Gary s'est déplacé vers le bord de la cour et a regardé à travers le portail. Quand il a vu Ray, quelque chose s'est vidé de son visage, la dernière trace de couleur, le dernier fil d'autorité. Il ressemblait à un homme regardant sa propre maison brûler depuis l'autre côté de la rue. Ray m'a appris à conduire, ai-je dit. Ray a payé pour l'école d'infirmière. Ray s'est pointé à chaque Noël. Toi, non. J'ai plié les documents, je les ai placés sur la table devant la chaise vide de Gary. L'ADN dit que tu es mon géniteur, mais Ray est mon papa. L'enveloppe reposait sur la table entre une assiette en carton et une part de gâteau intacte. Garde-les, ai-je dit. Cette fois, essaie de les ouvrir. J'ai ramassé mon sac, lissé mon chemisier, et marché vers le portail. Derrière moi, j'ai entendu une chaise racler, puis une autre. Les pas de tante Patty ont suivi les miens. Diane était déjà au portail, le tenant ouvert. Marcus a hoché la tête quand je suis passé. Il n'a rien dit. Il n'avait pas à le faire. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste sorti de cette cour, j'ai descendu l'allée,
et je suis entré dans le reste de ma vie. Ray a ouvert la porte passager avant que j'atteigne le camion. Je suis monté. Il l'a fermé derrière moi, a fait le tour côté conducteur, est monté, a démarré le moteur. Aucun de nous n'a parlé pendant 2 pâtés de maison. La rue était calme. Les lumières des Porsche s'allumaient à mesure que la soirée s'assombrissait. Un arroseur sifflait quelque part sur une pelouse que nous avions déjà dépassée. Ça va, a dit Ray, les yeux sur la route. J'ai fini, ai-je dit. Finalement, j'ai fini. Il a hoché la tête. Il s'est penché et a allumé la radio. Bah. Une station country jouant une chanson que je ne connaissais pas. Une pédale style guitare et une voix douce chantant à propos d'un long chemin vers la maison. Et puis j'ai pleuré. Pas comme j'ai pleuré dans la cuisine de Ray à 22 ans quand les résultats ADN sont arrivés. Ça, c'était le chagrin. C'était différent. C'était le son de quelque chose de lourd qu'on pose après l'avoir porté si longtemps que vos bras ont oublié ce que le vide fait ressentir. J'ai pleuré pour ma mère, qui n'a jamais pu se défendre. Pour Nana, qui a essayé de bien faire trop tard. Pour la fillette de 10 ans dans l'escalier qui a entendu son père l'appeler personne. Pour la fille de 18 ans qui a fait son propre gâteau d'anniversaire et a reçu un billet de $50 au visage. J'ai pleuré pour elles toutes. Et puis je me suis arrêté. Ray ne m'a pas demandé d'expliquer. Ne m'a pas offert de sagesse ou de discours d'encouragement. Il a juste conduit, une main sur le volant, l'autre reposant sur la console entre nous, assez proche pour l'atteindre si j'en avais besoin. Quand nous sommes arrivés sur le parking derrière son atelier, il a coupé le moteur et est resté assis un moment. Tu as dit ce qui devait être dit, m'a-t-il dit. C'est suffisant. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main, regardé l'escalier menant à l'appartement où j'avais reconstruit ma vie. Ouais, ai-je dit. C'est le cas. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit un email, pas à Gary, mais à Madame Pratt, l'avocate qui s'était occupée de la lettre de Nana. Je l'ai gardé court, 3 paragraphes, professionnels. J'ai déclaré que je n'avais aucun intérêt pour la propriété de Gary, ses économies, ou toute forme d'héritage. Je n'intentais pas de procès. Je ne poursuivais aucune réclamation légale. Je voulais exactement une chose, que Gary arrête de répéter l'histoire selon laquelle Marlène Ashford avait confessé une infidélité. Parce qu'il y avait maintenant des preuves documentées, un test ADN, et une lettre notariée de sa propre mère, prouvant que cette histoire était fausse. Si l'histoire continuait de circuler, je me réservais le droit de partager les 2 documents plus largement. Ce n'était pas une menace. C'était une limite. Madame Pratt a transféré l'email au contact de Gary dans le dossier. Je n'ai jamais reçu de réponse. Cette même semaine, j'ai posté des photocopies des résultats ADN à chaque membre de la famille dont j'avais l'adresse, 12 enveloppes au total. Chacune comprenait une brève note sur une simple fiche cartonnée. Je ne demande à personne de choisir un camp. Je demande seulement que vous connaissiez la vérité. Ma mère, Marlène Ashford, était fidèle. Les documents ci-joints le confirment. Si vous avez des questions, le numéro du laboratoire est sur l'en-tête. J'ai signé chaque carte avec mon nom. Pas de colère, pas de supplication, juste des faits. Puis j'ai bloqué le numéro de téléphone de Gary. Pas parce que je le détestais, mais parce que j'avais fini d'avoir une conversation qui n'allait que dans une seule direction. Ray m'a regardé sceller la dernière enveloppe depuis l'autre bout de la cuisine. C'est tout, a-t-il demandé. C'est tout. Pas de tribunal, pas d'avocat. Je n'ai pas besoin d'un juge pour me dire qui je suis. Il a presque souri. Presque. Ta mère aurait dit la même chose. C'était le plus beau compliment que l'on m'ait jamais fait. Tyler a appelé une semaine plus tard. Il était tard, presque 23 heures. J'étais sur le canapé dans mon appartement, regardant d'un œil une émission de pâtisserie en sourdine quand son nom a allumé mon écran. Et. Sa voix semblait vidée, comme si quelqu'un avait évidé tout ce qui se trouvait derrière ces mots. Tu savais, a-t-il demandé. Pour Karen, avant la lettre de Nana. Non, pas avant la lettre. Une longue respiration. J'ai fait des recherches. J'ai appelé le laboratoire. L'ADN est réel. Je sais. Il ne veut pas me parler. Il est enfermé dans sa chambre depuis la fête.
Ne réponds pas au téléphone. Ne viens pas à l'atelier. Je n'ai pas dit, je suis désolé, parce que je n'étais pas sûr de ce pourquoi je m'excuserais. La fête s'est terminée juste après ton départ, a continué Tyler. La moitié des invités sont partis dans les 10 minutes. Papa est resté assis à la table d'honneur tout seul jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai dû sortir et rentrer la nourriture à l'intérieur. Il n'a pas bougé. Je l'ai imaginé. Gary seul à une table décorée, entouré de chaises vides et de guirlandes lumineuses bourdonnant dans le noir. J'ai attendu que la satisfaction arrive. Elle n'est pas venue. Juste une douleur sourde à un endroit que je pensais cicatriser. Tyler, tu n'as pas à choisir entre nous. Je sais, mais j'ai fini de faire semblant. Je sais ça, aussi. Il y a eu une pause. Puis la voix de Tyler a changé, plus douce, presque timide. Jenny doit accoucher dans 4 mois. C'est une fille. Ma main s'est serrée sur le téléphone. Jenny m'a dit quelque chose la semaine dernière, a-t-il dit. Elle a dit, si jamais tu traites notre fille de la façon dont ton père a traité Dakota, je franchirai cette porte et je ne reviendrai jamais. Il pleurait maintenant. Doucement. De la façon dont les hommes pleurent quand ils viennent tout juste d'apprendre comment faire. Je veux qu'elle connaisse sa tante Dakota. Elle la connaîtra, ai-je dit. Je le promets. Les retombées ne sont pas arrivées comme une vague. Elles sont arrivées comme des fuites. Lentes, régulières, impossibles à colmater. Dans les 2 semaines suivant la fête, 3 hommes de l'équipe de plomberie de Gary ont démissionné. Tous les 3 avaient connu Marlène. L'un d'eux, un gars nommé Denny, qui était avec Gary depuis 11 ans, a dit à Tyler en partant, « Je ne peux pas travailler pour un homme qui ferait ça à son propre enfant. » L'équipe de Gary est passée de 6 à 3 du jour au lendemain. Il a perdu un contrat commercial avec une société de gestion immobilière parce qu'il ne pouvait pas fournir le personnel pour le travail. L'argent ne s'est pas tari, mais il a diminué. Et dans une petite ville, quand votre équipe s'en va, les gens le remarquent. L'Église l'a remarqué, aussi. Gary était diacre à Grace Hill Community depuis 15 ans. Pas un rôle qui paie, un rôle qui compte. Cela signifiait qu'il lisait les Écritures le dimanche, organisait la collecte alimentaire en novembre, serrait des mains dans le hall. Le pasteur Collins a convoqué Gary pour une réunion privée. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais le dimanche suivant, le nom de Gary était absent du bulletin. Une femme nommée Linda a lu les Écritures à la place. Les voisins se sont adaptés. Les Henderson, Barb et Tom, tous deux dans leurs 70 ans, qui vivaient à côté depuis avant ma naissance, ont apporté une boîte de biscuits à l'atelier de Ray un après-midi. Pour Dakota, a dit Barb, en pressant la boîte dans les mains de Ray. Marlène était la femme la plus gentille de cette rue. Nous aurions dû dire quelque chose plus tôt. Ray a mis les biscuits sur la table de la cuisine ce soir-là. J'en ai mangé 3 et j'ai pleuré un peu, parce que parfois la gentillesse frappe plus fort que la cruauté. Marcus a posté quelque chose de court sur Facebook. La vérité a une façon de trouver la lumière du jour. Il n'a tagué personne. Il n'avait pas à le faire. La section des commentaires s'est remplie en 1 heure. Gary n'a pas quitté sa maison pendant 2 semaines. 1 mois après la fête, une lettre est arrivée à l'atelier de Ray. Remise en main propre par Tyler, pas postée. Mon nom était sur le devant, écrit de la main de Gary. En gros caractères. Tout en majuscules. L'écriture d'un homme qui rédige des bons de travail, pas des excuses. Je l'ai ouverte au comptoir pendant que Ray reconstruisait un carburateur à 3 mètres de là, faisant semblant de ne pas regarder. La lettre était courte, 6 phrases. Dakota, je sais que les choses ont dérapé. J'ai fait des erreurs. La maison est toujours ton foyer si tu le veux. Reviens pour qu'on puisse parler. Papa. Je l'ai lu 2 fois, cherchant le mot. Le seul mot qui aurait compté. Il n'était pas là. Pas de désolé. Pas de « j'avais tort ». Aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait. Pas le mensonge. Pas Karen. Pas les 18 ans d'effacement. Pas le billet de $50. Pas le discours devant 80 personnes. Juste des « erreurs ». Passif, sans nom, flottant dans l'air comme la fumée du feu de quelqu'un d'autre. Et, reviens à la maison. Comme si c'était moi qui étais parti.
Comme si la porte avait toujours été ouverte et que j'avais simplement choisi de ne pas la franchir. Comme si le problème était la géographie et non 30 ans de cruauté. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans le tiroir à côté de l'enveloppe retournée, et j'ai fermé le tiroir. Ray a levé les yeux du carburateur. Tu es d'accord avec ça? Je le serai. Cette même semaine, Tyler est venu me rendre visite. La toute première fois dans mon appartement. Il a apporté une photo d'échographie, une image granuleuse en noir et blanc d'une petite fille enroulée comme une virgule. Il se tenait dans ma cuisine, maladroit et trop grand pour l'espace, et l'a tendu. On va l'appeler Marlène, a-t-il dit. J'ai pris la photo, je l'ai tenue à 2 mains. Gary le sait? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il n'a rien dit du tout. Certains silences sont des confessions. Celui-là en était une. 3 mois ont passé. Les bords les plus tranchants se sont adoucis, non pas en pardon, mais en distance. Et la distance, j'ai appris, est sa propre forme de miséricorde. Je travaillais toujours à Saint-Francis. Des gardes du matin surtout. Le service de pédiatrie est le genre d'endroit qui réinitialise votre perspective toutes les 12 heures. Vous tenez un bébé de 3 jours qui vient de subir une chirurgie cardiaque, et soudain vos propres problèmes semblent surmontables. Un matin, un nouveau-né a enroulé tout son poing autour de mon index et ne voulait plus lâcher. Je suis resté là, à côté de l'incubateur pendant 5 minutes, juste à respirer, juste à être tenu par quelque chose d'aussi petit. Après ma garde, j'ai conduit jusqu'à l'atelier de Ray, comme je le faisais la plupart des après-midi. Nous avons déjeuné à son établi. Sandwich à la dinde, chips Lay's, 2 canettes de ginger ale, entourées de pièces de moteur et de l'odeur du WD-40. Ton anniversaire est le mois prochain, a dit Ray, en essuyant de la moutarde sur son pouce. 30 ans. Le grand. Qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai réfléchi. Faire un gâteau, ai-je dit. Un vrai. Inviter Tyler et Jenny. Inviter Diane. Inviter Patty et Marcus. Souffler les bougies. Vraiment les souffler cette fois. Ray a souri. Un vrai sourire. Le genre qui plissait la peau autour de ses yeux et le faisait paraître 10 ans plus jeune. Tu vas enfin pouvoir le faire bien, a-t-il dit. Ouais, enfin. J'ai levé les yeux vers le mur derrière la table de la cuisine. Le billet de $50 était là, encadré dans un cadre noir bon marché du magasin à $1. Je l'avais accroché la semaine où j'avais emménagé, pas par amertume, mais par mémoire. Ce billet était le prix que Gary avait mis sur moi. $50 pour 29 ans d'une fille qu'il refusait de revendiquer. Je valais plus que ça. J'avais toujours valu plus que ça. J'avais juste eu besoin d'un moment pour le croire. Si vous écoutez cette histoire et que vous avez un Gary dans votre vie, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas ce que vous avez survécu ou ce que vous êtes en train de survivre en ce moment. Je ne sais pas si votre Gary est votre père, votre mère, un frère ou une sœur, un conjoint, ou quelqu'un d'autre qui a décidé que vous n'étiez pas assez et a passé des années à s'assurer que vous le croyez. Mais je sais ceci. Vous ne devez aucune loyauté à quelqu'un juste parce que vous partagez de l'ADN. Le sang ne gagne pas la confiance. Le comportement, si. Et les gens qui vous aiment vraiment, sont ceux qui se pointent sans qu'on les supplie, sans condition, sans tenir les scores. Ma mère ne pouvait plus me protéger. Elle a manqué de temps. Nana connaissait la vérité depuis 3 décennies, mais avait trop peur pour parler. Tyler m'aimait, mais n'avait pas le courage de se lever jusqu'à ce que les murs s'écroulent déjà. L'oncle Ray n'avait aucune obligation. Aucune. Je n'étais pas sa fille par la loi, par le sang, par aucun document que vous pourriez déposer. Il était juste un homme avec une chambre d'amis et une décision. Se pointer ou pas. Il s'est pointé chaque jour. Quand je ne pouvais pas dormir. Quand j'ai raté mon premier examen clinique. Quand j'étais assise dans sa cuisine à 22 ans, pleurant sur un résultat ADN qui confirmait ce qu'il savait déjà. Il n'a jamais dit « Je suis ton père maintenant ». Il n'avait pas à le faire. Il l'était, tout simplement. Je n'ai pas gagné grâce à un bout de papier. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de laisser le mensonge d'un seul homme définir ma valeur. L'ADN ne m'a pas libéré. Décidé que j'avais fini,
ça m'a libéré. Poser une limite n'est pas une vengeance. C'est la première fois que vous vous choisissez vous-même. Si personne ne vous a dit ça aujourd'hui, je vous le dis maintenant. Alors, voilà où en sont les choses. J'ai 29 ans, sur le point d'avoir 30 ans. Je travaille toujours au service de pédiatrie à Saint-Francis. Je déjeune toujours à l'établi de Ray les mardis et jeudis. Il fait toujours les sandwichs trop épais. Et je ne me plains toujours pas. Tyler m'appelle tous les dimanches. C'est la première vraie relation que nous ayons jamais eue, non pas bâtie sur une maison partagée ou un père partagé, mais sur le simple choix de décrocher le téléphone. Jenny m'envoie des photos de son ventre qui grossit. La chambre de bébé est peinte en jaune doux. Il y a un nom poché sur le mur en lettres cursives blanches. Marlène. Bébé Marlène est née il y a 2 mois, 3,3 kilos. À 3h47 du matin, j'étais dans la salle d'attente. Tyler a passé les doubles portes, la blouse froissée, les yeux rouges, souriant si largement qu'on aurait dit que son visage allait se fendre. « Tu veux la tenir ?» J'ai tenu ma nièce. Elle avait des cheveux foncés comme les miens, comme ceux de notre mère. Diane et Patty étaient à l'hôpital, aussi. Diane a apporté des fleurs. Patty a apporté la couverture qu'elle avait crochetée en secret. Nous nous sommes tenus autour du lit de Jenny et avons passé ce bébé de bras en bras. Et pendant quelques minutes, nous étions le genre de famille que Marlène aurait voulu. Gary, je ne sais pas. Je ne demande pas. Tyler n'aborde pas le sujet, et je ne pousse pas. J'ai entendu par Marcus qu'il est toujours dans la maison sur Maple Drive, seul, pas fauché, juste vide. Le billet de $50 est toujours encadré sur mon mur. Je le vois chaque matin quand je fais du café. Il me rappelle d'où j'ai commencé. Il me rappelle ce que quelqu'un pensait que je valais. Il me rappelle qu'ils avaient tort. Je m'appelle Dakota Ashford. Je suis la fille de mon père, juste pas de celui qui m'a mise à la porte. Si l'histoire de Dakota vous a rappelé quelqu'un ou vous-même, laissez un commentaire et dites-moi quelles limites vous avez finalement posées. Je lis chacun d'entre eux. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez les liens dans la description. Il y a toute une playlist qui vous attend. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'être là, vraiment.